messieurs, Excellences, d'abord, honorable assistance. Alors, la coopération Sud-Sud, moi je vais vous livrer, après toutes ces interventions d'experts, de gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, un avis plus modeste, qui est le mien, qui est celui d'un entrepreneur et d'une femme. Donc, si vous permettez, je partirai du Maroc, parce que je pense qu'il faut d'abord parler de soi avant de pouvoir parler de ce qu'on peut faire ailleurs. Donc, de Maroc, allant de Tanger à La Gouéra, c'est sous un angle genré que je m'exprimerai sur le rôle des femmes, qui est crucial, comme vous avez bien voulu le rappeler, Monsieur l'ambassadeur, parce qu'intervenant à un moment crucial pour tous les secteurs stratégiques dans lesquels celles-ci sont engagées. Le rôle des femmes étant au cœur de mes préoccupations, vous me permettrez de faire un petit focus sur l'intérêt porté à améliorer la position de la femme dans le tissu économique, sociétal et social marocain. Il est important de rappeler qu'au Royaume du Maroc, l'égalité femmes-hommes est consacrée par la Constitution et que l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et des libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. Et d'ailleurs, ce principe n'est pas demeuré abstrait puisqu'il est devenu une ligne directrice lors de la conception des budgets publics, une approche qui consiste à octroyer des ressources suffisantes et optimisées pour les programmes budgétaires visant à la réduction des inégalités femmes-hommes. Et donc, c'est quelque chose qui doit être généralisé et transposé partout en Afrique, si on veut vraiment parler d'une coopération et d'un transfert d'expérience. Mais si garder le cap d'une transformation de fonds constitue pour les politiques publiques un travail de longue haleine et un défi majeur, il revient au monde de l'entreprise de jouer son rôle non seulement d'acteur citoyen, mais de partie prenante à ce projet sociétal. Or, toute stratégie se voulant pérenne nécessite une utilisation optimale de ces ressources et ne peut plus être menée sans la participation pleine et entière des femmes dans le monde du travail, car elles représentent 50% du capital humain et seuls 20%, d'après les estimations qui ont été faites, sont aujourd'hui actives, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans un monde globalement mis sous tension, crise de la Covid, conflit Ukraine-Russie qui n'en finit pas, réchauffement climatique où l'inflation fait des ravages, il nous faut non seulement gérer un renchérissement exponentiel de toutes les matières premières et celui des frais logistiques, pour ne parler que de cette problématique, mais aussi faire face à une conjoncture empreinte d'incertitudes de toutes sortes, là où nos entreprises avaient appris à faire preuve d'agilité stratégique et à adresser les contraintes de nos marchés. Donc l'urgence climatique est face à cette urgence dont nous sommes à la fois contributeurs et victimes. Et c'est un vrai sujet de fond, d'ailleurs que feu le président Jacques Chirac avait exprimé dans une phrase prémonitoire il y a plus de 2 décennies lors du 4e sommet de la Terre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Ce sujet qui nous interpelle à trois grandes problématiques majeures qui sont la dégradation de l'environnement, la fragilité économique ainsi que la sécurité et souveraineté alimentaire. Nous avons omis dans notre course à la production, à la productivité, que nous étions tributaires de ressources que nous pensions infinies avant que la réalité ne nous rattrape de manière cruelle. Il nous incombe donc désormais d'agir sur tous les plans, sur tous les temps, sur le tactique et sur le stratégique. Si la technologie est un levier majeur sur lequel nous pourrons nous appuyer pour optimiser et changer nos méthodes, je suis intimement convaincue que ce sont les femmes et les hommes qui, ensemble, en changeant de paradigme, construiront un monde inclusif et durable. Le 2e sommet, Nourrir l'Afrique, qui s'est tenu à Dakar, fin janvier, en présence du président Macky Sall et à l'initiative du président de la Banque africaine de développement, a enregistré la participation de très nombreux chefs d'État africains, chefs de gouvernement, ministres de l'Agriculture, présidents de banques et autres hauts responsables,
attestant de la prise de conscience de devoir assurer la sécurité et souveraineté alimentaire en Afrique. Cette démarche ne restera pas vœu pieux. Preuve en sont les expériences très prometteuses menées au Soudan, 317 000 hectares de blé en 3 ans, et en Éthiopie, 800 000 hectares de blé en 4 ans, pour ne parler que de celle-ci. Mais si notre position, il faut bien l'avoir à l'esprit, est de construire des ponts dans notre région MENA et tous les pays du Moyen-Orient, où ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare, il importe également de maintenir nos relations avec l'Europe et à cet égard préserver tant que faire se peut nos liens historiques, tout en renforçant ceux existants avec le reste du monde. Quant à l'attention spéciale qui doit être accordée au continent africain, qu'il s'agisse des pays d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, dans le cadre de partenariats tels que le Maroc les entend, sous une forme gagnant-gagnant, celle-ci nous amène à soulever le climat des affaires en Afrique et les clés de sa réussite. Pour rappel, la France, consciente des changements de paradigme en cours, a elle-même abordé le sujet lors de l'événement Ambition Africa, forum dédié à l'Afrique, organisé par Business France et soutenu par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle. On aimerait rester dans cet état d'esprit. Le Royaume du Maroc, identifié et retenu comme porte vers l'Afrique par de nombreux pays, continue sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à déployer des efforts colossaux pour créer un climat favorable aux affaires, qu'il s'agisse de soutenir l'investissement afin de promouvoir le développement humain, pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion, ou des réformes institutionnelles, réglementaires, économiques. Aucun effort n'est épargné pour améliorer l'existant. Donc, je citerai à titre d'exemple peut-être certaines mesures initiées. C'est la mise en place d'une stratégie de l'amélioration du climat des affaires pour garantir un environnement favorable à l'investissement et l'adoption d'un système juridique moderne, intégré, qui fasse de l'entreprise un levier fondamental du développement socio-économique. Et à ce titre, l'accélération de la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement par la réforme des centres régionaux d'investissement. Le renforcement de la compétitivité des entreprises à même d'accompagner la transformation économique et financière, les réformes pour améliorer les investissements directs étrangers, et là on sait que le gouvernement vient de décider de réduire de 45% toute la documentation demandée dans ce cadre, ce qui aura donc un rôle incitatif. Le déploiement des politiques industrielles et sociales à travers les programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain, le modèle de développement des provinces du Sud, les programmes de développement des zones rurales et montagneuses, ainsi que le nouveau modèle de développement. En effet, le climat des affaires est un facteur clé pour le succès des entreprises, et les avantages fiscaux, les facilités administratives, l'accompagnement adapté et les appuis ciblés apportés aux entreprises permettent à celles-ci d'opérer dans un environnement optimal afin d'en faire profiter tous les acteurs concernés, qui sont tous les partenaires de l'écosystème économique et social, tels que les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les parties civiles. Cependant, le succès d'une entreprise n'est pas uniquement tributaire du climat favorable des affaires, mais dépend très certainement de points tels que gestion optimale incluant toutes les parties prenantes, l'agilité nécessaire pour faire face à des contextes de moins en moins prévisibles, et des échanges fluidifiés avec les institutions, et le tout dans un contexte géopolitique apaisé, transparent, qui prenne en considération les intérêts bien compris des parties. Puisse donc l'intelligence émotionnelle présider dorénavant de part et d'autre, du sud au sud et du nord au nord, de l'est à l'ouest, à tous les échanges menant aux prises de décision dont résulteront des conséquences à portée tant politique, économique et donc sociale. Œuvrons donc ensemble, hommes et femmes, pour un monde plus juste, plus équitable et donc durable. Vous direz-vous, peut-être que c'est illusoire, mais Karl Popper disait qu'être optimiste est un devoir moral. Voilà. Merci.